Cyril Puig, ma maison s'appelle Pogo Développement. Je m'occupe principalement de management, d'organisation du travail et de prévention des risques dans le spectacle vivant. Cette table ronde s'appelle la crise à bas bruit. Alors j'ai envie de faire un peu de promo, un peu de provo. Création et éducation à la culture sérieusement impactée. CNM Fonpeps, le ministère en quête de crédit. Festival, une saison qui confirme une lente dégradation économique. Diffusion, une saison dévastatrice pour les compagnies de spectacles vivants. Budget 2026, les professionnels de combat avant la bataille des arbitrages. Conventionnement, les critères DRAC étranglent les compagnies. Artistes et techniciens, les intermittents premières victimes de la crise. Ministère de la Culture, un budget fragilisé sur sa réserve. Les musiques actuelles comptent déjà les dégâts de la baisse de subventions. Vous pouvez faire le test ou vous pouvez vérifier. Ce sont les titres des dernières lettres du spectacle depuis mars dernier, je crois. Donc c'est la crise. Voilà, la crise à bas bruit, très exactement, qui est un terme qui a été employé en fait par Stéphane Krafniewski, qui est le président du syndicat des musiques actuelles, et qui dit dans un de ses articles cités « On observe un phénomène insidieux de déconstruction, une réalité qu'on ne voit pas, qui est à l'œuvre à bas bruit. » On va donc parler pendant 1h30 de cette réalité insidieuse. Donc autant vous dire qu'on va bien rigoler. Ça va être sympa. Alors l'objectif, c'est de parler d'un état des lieux, évidemment, de comprendre ce qui est à l'œuvre, et puis on va parler aussi des leviers qui sont à notre portée pour faire face. Pour en parler, juste là, Lison Renard, qui est chargée d'affaires publiques au syndicat des musiques actuelles, en visio avec nous de Grenoble, point d'interrogation. Emmanuel Vergès, que nous remercions d'être là, co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. Lola Renoulias, administratrice de la compagnie chorégraphique Tristan et François Benaïm, et qui est membre de l'APAS. Stanislas Surin, qui est DRH de Novelty et qui est vice-président du Sympaz. Et Claire Sercombe du Symptac CGT devait être avec nous, mais malheureusement, elle a eu un impondérable, comme on dit, et elle ne pourra pas, à son grand regret, nous rejoindre, alors qu'elle était en chemin pour venir nous voir. Alors, pour commencer, moi j'ai envie de m'arrêter un tout petit peu sur cette notion de crise à bas bruit, cette notion qui vient du syndicat des musiques actuelles et qui a même été questionnée par les intervenants de la table ronde, puisque Lola disait on commence quand même à entendre parler de cette crise. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on est toujours dans une crise à bas bruit? Est-ce que les choses ont changé déjà? Déjà, pour revenir un peu sur le terme qu'a employé Stéphane quand il parlait de crise à bas bruit, c'est un petit peu transparent, mais l'idée, c'était vraiment justement de montrer que souvent la crise, on l'associe à une cassure, à un choc très brutal et instantané. Et qu'en fait, même si là, on commençait à entendre parler de plus en plus des baisses de financement l'an dernier, pour beaucoup de structures, c'était une baisse de financement qui avait lieu depuis une dizaine d'années. Et en cela, c'était une crise et une baisse de financement assez insidieuse et qui, en fait, les structures ont été fragilisées déjà depuis 10 ans et ce n'est pas arrivé là en 2025 avec les coupes assez brutales des collectivités. Donc c'est plutôt qu'il voulait dire dans ce sens-là que c'était vraiment une crise qui avait été étalée dans le temps. Il aime bien aussi parler de cuisson à l'eau froide, alors c'est un peu barbare, mais c'est vraiment pour montrer aussi cette image-là. Et aussi, il l'associe souvent au fait que la filière est assez résiliente. Alors nous, on représente en particulier les musiques actuelles, donc je parle plutôt de ce prisme-là. Mais le fait que c'est une filière qui a toujours essayé de faire plus en ayant moins, en quelque sorte. Donc, par exemple, le public peut-être s'est pas rendu compte tout de suite des effets catastrophiques en fait des baisses qu'il y a pu avoir. Parce que c'est une filière très résiliente et que c'était les plus fragiles et parfois les moins visibles qui disparaissaient au départ. Là, on en entend parler de plus en plus, par exemple pour les festivals, parce qu'il y a aussi des gros festivals qui ont, par exemple, annoncé des annulations en 2026. Mais en réalité, ça fait des années qu'il y a des festivals aussi plus petits qui disparaissent à cause de ces coupes-là. Donc, en effet,
on peut se dire que c'est plus vraiment une crise à bas bruit, mais c'était plutôt pour recontextualiser tout ça qu'il employait dans cet article. Alors pour justement parler du contexte, de manière globale, on va se tourner vers l'écran et on va donner la parole à Emmanuel qui nous parle donc de l'Observatoire des politiques culturelles. Donc peut-être commencer par présenter l'Observatoire des politiques culturelles et nous présenter également un outil fort utile pour nous repérer qu'est la cartocrise. Bonjour à toutes et tous. Merci Cyril et à toute l'équipe de cette invitation. Donc oui, effectivement, je co-dirige l'Observatoire des politiques culturelles avec Vincent Guillon. Alors en général, on entend plutôt sur ces sujets-là Vincent parler de ces questions de crise, de baromètre, d'évolution des politiques culturelles. Alors on co-dirige une structure qui est une vieille structure, qui a plus de 30 ans, qui a été imaginée et qui s'est développée à partir de la fin des années 90 par à la fois le ministère de la Culture, le département études et prospectives du ministère de la Culture et l'élu de la culture de la ville de Grenoble, René Risardo, Augustin Gérard et René Risardo, qui avaient imaginé en fait un outil pour venir accompagner le développement des politiques culturelles dans les collectivités territoriales. On est au démarrage des dynamiques de décentralisation, de déconcentration culturelle à l'échelle nationale et à la fois le ministère et à Grenoble s'invente en fait une dynamique d'accompagnement des politiques culturelles territoriales. Cette dynamique-là d'accompagnement se construit en fait autour de 3 grands piliers. Premier pilier qui est toute la dimension enquête, recherche, accompagnement, travail sur les contextes, expérimentation, recherche et développement aujourd'hui sur ce que c'est que développer une politique culturelle territoriale. On y reviendra dans cette table ronde. Un volet formation, on a initié dès la fin des années 90, dès le début des années 2000, un des premiers masters de direction des projets culturels qui est associé à Sciences Po. Donc on a un gros volet formation, un master, un cycle national court sur 3 semaines, des formations courtes autour des questions RH, tu l'évoquais Cyril tout à l'heure, des questions environnementales, voilà, des sujets qui viennent accompagner et documenter les professionnels des politiques culturelles territoriales, que ce soit dans les institutions, mais aussi au sein de structures artistiques et culturelles sur le territoire. Et un troisième pilier qui est un pilier autour de la publication. On publie 2 fois par an une revue autour des politiques culturelles, ça s'appelle la revue L'Observatoire, et on anime un média avec une production de 2-3 contenus par semaine, que ce soit de l'article, du podcast, de la vidéo, autour des sujets des politiques culturelles. Et il y a exactement un an, on est d'une certaine manière sollicité via un post LinkedIn que fait Anne Le Gall, la déléguée générale du réseau TMN Lab, qui remet à jour en fait un objet qui s'appelait Cartocrise, qui avait été initié par une personne en 2019, au milieu de la décennie 2010, et qui venait documenter via une carte contributive faite sur UMAP des baisses budgétaires de structures artistiques et culturelles. Et Anne Le Gall nous interpelle au travers de son post LinkedIn et on reçoit cette info-là. Et puis cette info-là nous intéresse beaucoup puisque depuis 4 ans maintenant, on a développé un outil un peu de mesure, d'observation et de suivi. On est vraiment un observatoire de cette dynamique de politique culturelle en France qui s'appelle le baromètre, où chaque année, on va essayer de documenter, on récupère de la donnée des collectivités territoriales, les régions, les départements, les grandes métropoles et les villes de plus de 50 000 habitants. À l'échelle nationale, on a entre 250 et 300 structures, collectivités qui répondent. Et on va essayer d'analyser l'évolution des budgets culturels qui sont les budgets primitifs. Et on recoupe ces données-là avec les données qu'a le DEPS, le département études et prospectives du ministère de la Culture, qu'il récupère lui depuis Bercy, mais 1 ou 2 ans après. Donc on a un outil à l'année N qui vient analyser en fait comment les collectivités territoriales investissent et en fonctionnement et en investissement
dans les politiques culturelles. Et on s'est dit qu'avec un outil comme Cartocrise, en plus avec une dynamique contributive, on aurait un outil qui serait assez intéressant pour essayer de documenter ce que tu as évoqué tout à l'heure, Cyril, c'est effectivement, est-ce que le SMA évoque une crise à bas et à haut bruit, c'est-à-dire il y a eu quelques grandes positions et des prises de position, entre autres dans un certain nombre de régions, sur l'arrêt de financement culture, des départements aussi. Donc d'un coup, l'année dernière, il y a eu quelque chose d'important qui, du bas bruit, est venu sur le devant de la scène, et il nous a paru important et intéressant de venir documenter cette dynamique-là, et on a réouvert, avec l'accord de la première personne qui avait monté Cartocrise, on a réouvert en fait, je vais vous partager à l'écran, parce qu'il est accessible via le site de l'Observatoire, mais aussi en ligne. Alors ça, j'ai la vieille Cartocrise, je reprends la bonne Cartocrise, la note Cartocrise. Donc l'adresse est cartocrisculture.net, je vais vous montrer les deux versions. Je vais partager mon écran, si c'est OK. Et en parallèle, hop, voilà, j'ai partagé, c'est bon. ce qui serait intéressant, c'est effectivement de présenter la démarche collaborative de la Cartocrise. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc on a là vous voyez Cartocrise. Donc la première Cartocrise, ça a été faite en 2016. Voilà. Après les premières, c'était parti à partir de l'ancien maire de Toulouse qui avait. Alors non, voilà, il y a plein d'informations. Voilà, c'était relayé par l'UFISC, etc. Donc il y a plein de données qui avaient été faites. Et les Cartocrise de cette année, c'est voilà, cette carte-là. C'est un travail qui est mené avec plus de 70 structures. On a associé 70 réseaux, structures fédératives. Vous les avez là sur le site pour diffuser l'information. C'est 700 contributions qui sont arrivées sur ce site-là. Je vous en dirai tout à l'heure quelques éléments, si tu veux que je le dise maintenant, Cyril. Alors dis-nous ce qu'on voit, c'est-à-dire que là on voit des 87, des 10, des 14, des 31. Qu'est-ce qui se cache derrière ces numéros ? C'est simplement des points, des structures qui sont venues, voilà, le collectif de spectacle Arès qui a documenté la baisse de subventions. Donc on a posé 3 questions. Quel est le montant de vos baisses ? D'où viennent les baisses ? Et sur quoi ça a un impact, hein, voilà, c'était les 3 questions qu'on a posées. Et les gens, toute structure culturelle peut venir documenter en fait ce qui s'est passé depuis son territoire. Et on a géolocalisé. L'intérêt, c'était qu'on géolocalise aussi ces informations-là. Voilà, sur Tours, on a 13 points de 13 structures qui sont venues répondre à cette baisse de subventions. Donc on a en fait construit, on a récupéré plus de 700 contributions à l'échelle nationale qui sont géolocalisées, hein, tout le monde peut y accéder, on peut toujours continuer à alimenter cette Cartocrise. Pour 2025, on va fabriquer une version pour 2026 de Cartocrise, et on a récupéré un certain nombre d'informations. Alors, il y a plusieurs précautions qu'il faut prendre quand on parle de Cartocrise et de ce type de boulot-là. C'est de la déclaration libre, hein, c'est de la contribution libre. Elle est assez importante aujourd'hui dans cette échelle-là pour commencer à faire sens, mais néanmoins, c'est des données qui sont des données qui ne sont pas du tout exhaustives, hein. On n'est pas dans un travail statistique ou d'enquête ou de sondage comme on peut l'avoir, mais néanmoins, ça donne un certain nombre d'informations qui sont assez intéressantes et qu'on a, nous, dans plusieurs articles, corrélés en fait avec le travail qu'on fait avec le baromètre. Alors dis-nous, et la Cartocrise et du côté du baromètre, ce qui ressort. Alors, de manière assez rapide, ce qui est déclaré, là on a fait la somme de ce qui a été déclaré, c'était un peu plus de 30 millions d'euros de baisse de financement. Donc voilà, on est effectivement dans quelque chose qui relève de ce que tu évoquais tout à l'heure, fort de la crise. Un tiers des déclarants a une baisse égale ou supérieure à 30 000 euros dans le financement de sa structure. 20% des déclarants, 1 sur 5, a des baisses égales ou supérieures à 50 000 euros. C'est-à-dire les baisses sont conséquentes et importantes pour les structures culturelles.
Majoritairement, ce sont des structures du spectacle vivant. Pour nous, c'est pas du tout, c'est assez logique. C'est des structures qui sont très fortement représentées dans ces milieux, dans ces politiques culturelles. Et on a fait un focus aussi en essayant de regarder, de voir les structures qui possédaient un label national. Du ministère de la Culture, il y a 115 structures sur Cartocrise, 16% des répondants, et les baisses pour ces structures et ces labels nationaux sont plus importantes que pour les structures non labellisées. Donc le spectacle vivant apparaît comme un secteur qui est effectivement fréquemment mentionné parce que effectivement c'est un secteur qui est très fortement présent dans ces politiques culturelles. Et on a aussi une représentation forte autour de la région des Pays de la Loire, ce qui était en 2025 aussi attendu, qui correspondait aussi à ce qui a été déclaré de manière publique par la région Pays de la Loire, et un certain nombre, une représentation forte, pas une surreprésentation, mais une représentation forte des opératrices et des opérateurs qui ont été directement impactés par ces baisses-là. Ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, on a un thermomètre qui très rapidement mesure les endroits, les lieux et les dynamiques à partir desquelles effectivement les baisses sont faites. On voit que les baisses globalement sont plutôt ce qu'on confirme avec le baromètre du côté des régions et des départements, que le bloc communal entre les EPCI, les métropoles et les communes tient encore en 2025. Alors, est-ce que, avant de donner la parole à Lison, est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a une surprise qui sort à travers le baromètre ou la Cartocrise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort et vous vous dites ça, c'est nouveau, on s'y attendait pas? La surprise, c'est pas une surprise, c'est l'ampleur de la crise. En fait, c'est la situation est fondamentalement inédite. Ce qu'on montre dans le baromètre, c'est que quasiment 50% des collectivités territoriales, que ce soit région, département et bloc communal, ont baissé leur financement culture. Et ça, c'est profondément inédit. C'est la première fois qu'on voit arriver ça dans l'histoire des politiques culturelles en France depuis 1959. Merci Emmanuel. On se tourne maintenant vers Lison pour un espèce de focus sur la filière des musiques actuelles. Comment elle se joue, cette crise à bas bruit, à l'échelle de la filière ? Alors, peut-être rapidement, je recontextualise juste très brièvement ce qu'est le SMA, mais du coup, donc, le syndicat des musiques actuelles, on a un peu plus de 600 adhérents, donc on est un syndicat d'employeurs. Et nos adhérents représentent toute la filière des musiques actuelles, c'est-à-dire qu'on a à peu près un quart de festivals, un quart de producteurs, un quart de salles de concert, mais on a aussi un autre quart qui est constitué de médias, de labels. Donc l'enjeu, c'est aussi d'avoir un syndicat représentatif de la filière dans son entièreté. Ce qui fait que sur les conclusions aussi qu'on a tirées de cette crise, on a eu une vision assez globale vraiment sur cette filière-là. Nous, on a sorti en avril dernier une enquête sur les coupes budgétaires. Donc, on avait recensé à peu près toute la totalité des coupes qu'on retrouvait chez nos adhérents. Donc, on avait fait une première partie très quantitative, vraiment, avec les coupes dans les régions. On avait trouvé à peu près 65 millions d'euros de coupes seulement du côté des régions. Ce qui était aussi très compliqué, c'est que toutes les collectivités n'avaient pas encore voté leur budget, donné leurs subventions. Ce qui d'ailleurs, en fait, je vais faire un petit point là-dessus, mais ce qui a été aussi très problématique. En fait, on a beaucoup parlé, bien sûr, des coupes qui étaient catastrophiques, mais chez nos adhérents, on avait beaucoup de retours sur le fait de ne pas pouvoir se projeter parce qu'il y avait aussi un vote très tardif du budget en premier lieu dans le cadre du PLF 2025 qui ensuite a décalé toutes les annonces de subventions et ça a été aussi ça très très compliqué à gérer pour les adhérents. Et du coup, sur les conclusions aussi, on a voulu dans cette enquête faire un volet où on montrait un petit peu plus qualitativement l'effet des coupes. Donc là, c'était vraiment du cas par cas dans chaque région, essayer d'aller creuser, par exemple pour une structure, quel licenciement ça pouvait représenter, quelles actions culturelles en moins, avec vraiment l'idée de montrer très concrètement ce que les coupes engendraient. C'était assez, en effet, catastrophique. En fait, le point aussi qui a été très compliqué, c'était l'accumulation de toutes ces coupes en même temps. C'est-à-dire que, oui, on avait des baisses du côté des collectivités, qui étaient à la fois des régions, à la fois parfois des départements, on l'a dit. Mais on a eu aussi une baisse du budget de l'État. On a eu une baisse du budget du CNM, Centre national de la musique.
Et en fait, c'était vraiment ça le plus dramatique, c'était d'avoir ces baisses en fait sur tous les volets, parce qu'on a aussi une filière qui a la chance d'avoir des financements assez divers, de pouvoir compter sur plusieurs sources de financement. Et en fait, là, toutes ces sources de financement ont été coupées d'un coup. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on a identifié et dont on a assez peur aussi pour l'année à venir. Et puis, on a identifié aussi ce qu'on a appelé l'effet ciseau, donc avec vraiment, certes, une baisse des subventions et une baisse des ressources, mais aussi une hausse des dépenses qui est là depuis plusieurs années, mais une très très forte hausse des dépenses techniques, des dépenses pour les assurances, notamment avec la multiplication des aléas climatiques. La hausse aussi des dépenses artistiques avec notamment les cachets qui ont flambé. Donc en fait, vraiment, les adhérents étaient pris dans un étau et ça épargnait très peu de structures et de typologies de structures. Sachant aussi que les typologies de structures sont toutes reliées. Donc on a eu vraiment un effet en cascade finalement, en plus en prenant en compte l'inflation. Donc par exemple, on a eu des cas où, un cas très concret où une salle était contrainte de programmer par exemple un concert de moins, mais du coup n'entrait plus dans les critères du CNM qui exigent un minimum de dates programmées. Donc en fait, c'était vraiment un effet en chaîne de tout ça. Et puis, peut-être je fais un petit focus sur les festivals. J'allais le demander, donc allons-y. Ouais. Parce qu'en fait, j'en parle parce qu'on vient de sortir notre bilan des festivals, donc on a des chiffres un petit peu frais en tête et qu'on en entend beaucoup parler dans les médias en ce moment, la situation des festivals et les annulations de festivals qui sont souvent très historiques. Nous, parmi nos adhérents, on a des festivals qui existent depuis 25 à 30 ans. Je pense au Festival de la Paille, au Festival Woodstower, dont on ne sait pas, ou alors on sait déjà que ce sera leur dernière édition, ou qui vont passer en 2026, mais qui savent qu'ils ne feront plus l'édition en 2027, donc peut-être un an sur deux. Et alors nous, notre bilan, il est vraiment concentré sur nos adhérents. Donc il faut savoir qu'on a nos adhérents en moyenne ont un budget de 1 million d'euros sur les festivals. Mais du coup, on a tiré plusieurs chiffres de ce bilan. Déjà, un festival sur deux est en déficit. Le déficit moyen chez nos adhérents répondant à cette enquête est passé de 75 000 euros à 108 000 euros en moyenne. Donc ça représente à peu près 10% du budget moyen finalement. Ce qui est aussi assez dramatique, en fait, les déficits étaient déjà présents l'an dernier, mais ce déficit se creuse et est de plus en plus important. Et du coup, quand ces festivals auront plus de trésorerie, en fait, ils seront obligés d'arrêter, et c'est le cas des festivals que j'ai cités juste avant. Et notez aussi que ce n'est pas par manque de public, c'est-à-dire que les taux de remplissage sont très élevés sur ces festivals, mais malgré tout, on ne parvient pas à l'équilibre. Oui, tout à fait, et c'est ça qui est un peu dur à jauger. En fait, on se dit pourquoi le taux de remplissage est si bon et en fait le déficit n'est toujours pas comblé. C'est des événements qui par nature ont toujours été à l'équilibre ou déficitaires parce qu'ils ont aussi vocation à avoir cette attention à l'intérêt général et à proposer des actions sur le territoire, et c'est pour ça aussi qu'ils demandent des financements. Mais là, c'est vrai que c'est des choses assez étonnantes. La plupart de nos festivals nous disent qu'ils ont fait complet. Alors après, il y a quand même des difficultés aussi qu'on retrouve, notamment dans les habitudes des festivaliers. Beaucoup de structures nous disent que les achats des billets se font beaucoup en dernière minute. Et ça, c'est très dur en fait de savoir pourquoi sur les habitudes des publics. On aimerait bien avoir aussi plus d'études pour comprendre pourquoi on a ces phénomènes-là. Peut-être un public qui parfois est un peu plus frileux, un public où c'est vrai qu'on a quand même en été des prévisions météorologiques assez catastrophiques. Donc c'est peut-être qu'on a aussi un peu peur de ça et qu'on attend le dernier moment pour acheter. Mais ça, c'est vraiment des retours qu'on a de nos adhérents au cas par cas, et c'est très dur d'objectiver. Merci. On va se tourner maintenant. On continue à l'endroit de l'état des lieux. Et on change encore d'espace d'observation, et on va aller regarder ce qui se passe plutôt en micro dans les compagnies avec la PAS. Donc Lola, est-ce que tu peux commencer par présenter la PAS ? Oui, déjà merci beaucoup Cyril de cette invitation.
La PAS, donc en fait, ce n'est pas un syndicat par rapport aux autres, mes deux autres co-intervenants. C'est une association, la PAS, de professionnels de l'administration du spectacle vivant, donc les professionnels qui travaillent en administration, en production, en diffusion, en communication, et qui sont vraiment dans l'accompagnement des artistes au sein des compagnies, de bureaux de production et de diffusion ou bien d'ensembles indépendants. La PAS, en fait, c'est créé sur la volonté de rassembler ces professionnels pour réfléchir ensemble et agir par rapport à l'isolement de nos métiers, puisqu'il faut savoir qu'en compagnie, moi je travaille dans une compagnie, on est 3 salariés permanents, on est une très grosse compagnie en fait par rapport à notre secteur, donc, et c'est vrai que c'est difficile dans ce type de structure de se rendre compte en fait de ce qu'on vit, si c'est quelque chose qui est sectoriel et systémique ou si on est vraiment un cas individuel. Donc il y a à la fois ça et puis l'idée de pouvoir donc sortir cet isolement, de réfléchir, d'interroger notre pratique, de trouver de nouveaux modes aussi de travail et de mettre en lumière nos professions puisque nous sommes le personnel de l'ombre en fait par rapport aux artistes qui sont dans la lumière. On travaille par groupe de travail. Hein. Il y a par exemple, moi j'ai pu travailler sur un groupe qui est sur les conditions de travail. On a créé un jeu qui a permis de se réinterroger sur notre positionnement métier. Il y a un groupe de travail sur la diffusion. Il y en a un qui va venir sur l'IA. Et puis la PAS prend part régulièrement à des interventions comme celle-ci, des tables rondes et à certaines publications. Et va pouvoir écrire aussi des lettres ouvertes. Voilà pour présentation de la PAS. Alors cette crise à bas bruit, elle rebondit comment dans les compagnies ? Qu'est-ce que vous constatez ? Que c'est extrêmement compliqué. Nous, on identifie en fait la crise économique qu'on subit par 2 facteurs. La première, c'est l'inflation très importante qui existe depuis plusieurs années. Avec nous, effectivement, il y a toutes les dépenses techniques qui ont largement augmenté, mais aussi toutes les questions de ce qu'on appelle les VHR, l'hébergement, la restauration, les déplacements des équipes, extrêmement importantes. Et puis aussi les baisses des financements des collectivités territoriales et de l'État. Qu'elles soient volontaires ou involontaires, puisque faut quand même rappeler que certaines collectivités le font vraiment parce que il y a un vrai problème budgétaire de leur côté. Ça peut être le cas par exemple dans le Grand Est. Donc on subit, et la PAS a créé justement depuis 2 ans une étude qui est donc la première fois en 2024 pour avoir un peu des chiffres sur la saison 24-25. Et puis l'étude a été réitérée cette année au printemps 2025 pour avoir des chiffres sur la saison 25-26. Et les chiffres qui ressortent sont extrêmement inquiétants, puisque la première chose qui a été interrogée, c'est la diffusion. Donc cette étude, elle a quand même été réalisée auprès de 333 compagnies et 526 professionnels. Juste aussi au niveau de la PAS, préciser, on est plus de 350 adhérents et on représente environ 1200 compagnies, puisque certains salariés sont partagés entre les compagnies, des salariés intermittents. Donc on a quand même un beau panel et la PAS a réalisé cette étude conjointement avec d'autres syndicats, donc le Syndéac, le Synavi, il y avait aussi Scène Ensemble. Et donc dans les chiffres qui sont ressortis, le premier sur la diffusion, sur la première étude, on avait déjà un impact, une diminution de la diffusion de 25%. Qui a été confirmé sur la deuxième étude, de nouveau, je crois que c'est 26%, pour un total sur les 2 saisons de 42% de diminution, sachant que la diffusion, en fait, ce sont nos ressources propres. Donc on a vraiment ces ressources qui diminuent de manière très importante, donc aussi des grosses diminutions budgétaires liées à ça. Et la diffusion fait partie également des critères de nos subventions publiques. Donc aussi, ça se complique. On a, dans les chiffres qui sont ressortis aussi, c'est que 50% des compagnies ont enregistré une baisse de subventions de la part de collectivités. Donc ça, c'est assez important. Et au niveau de l'État, concernant les conventionnements pluriannuels, 25% des compagnies ont indiqué qu'elles n'étaient pas éligibles à leur reconduction puisqu'elles ne rentraient plus dans les critères. Il faut savoir qu'il y a quand même eu une réforme des aides apportées par le ministère aux équipes artistiques en 2022 qui avait augmenté les critères à l'issue du Covid. Puis il y a eu l'inflation, un certain nombre de choses et ça n'a pas été revu.
Donc c'est assez, voilà, une situation assez compliquée. Au niveau des apports en coproduction, qui sont aussi les sources de financement de nos créations, là où jusque-là, on avait 39% en moyenne des budgets de création qui venaient de coproduction, on est passé à 30%. Donc il y a aussi une diminution, et tout ça a des conséquences directes sur les productions artistiques, puisque dans les modalités d'adaptation, il y a la réduction des moyens techniques et scénographiques qui apparaît, la baisse des rémunérations des équipes, voire l'abandon de projets également. Et puis, on a aussi, puisqu'au sein de la PAS, on s'intéresse quand même beaucoup aux questions de l'emploi. Au niveau des emplois, en CDI, c'est 27% en 2025 qui ont dû être réaménagés, soit par une diminution du temps de travail, soit par une requalification en CDDU. Et puis, au niveau de l'avenir, c'est extrêmement compliqué, puisque même les compagnies qui peuvent aller bien aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer dans les années futures. Et on a quand même 18% des directions artistiques qui annoncent qu'elles vont arrêter leur activité dans les 3 ans. Donc on a vraiment une modification complète du panel. Dans la préparation de cette table ronde, tu citais aussi les difficultés de relations. Au final, tout ça tend les relations sur le terrain, avec des négociations qui sont de plus en plus âpres. Et tu me disais, là, on en est à un point où on discute le ticket de métro. Tout à fait. Il faut savoir qu'en fait, au niveau de l'emploi aussi, pour avoir les mêmes conséquences, les mêmes résultats, il y a une augmentation du travail qui est extrêmement conséquente, puisque pour une date de diffusion, c'est un travail énorme qui est mené aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait être fait auparavant. Par rapport à un contrat de cession, ça va être des échanges de négociations, puisque oui, l'exemple du ticket de métro, je l'ai vécu. On est sur négocier les per diem. Aujourd'hui, dans les contrats de cession, on nous demande sur tout ce qui est VHR, on a des paiements qui sont sur la base de justificatifs. Il faut savoir que la dernière création sur laquelle je travaille, on a 14 personnes en tournée. Quand ça m'a demandé 4 heures pour certaines dates, en fait, de réunir, de pouvoir présenter toutes les pièces. Donc c'est vraiment un travail qui est extrêmement conséquent pour monter le dossier, et on fournit 250 factures pour réussir à obtenir des choses qui ont été négociées en amont. Donc effectivement, ça tend les relations. Et puis c'est vrai qu'au niveau des compagnies, il y a quand même quelque chose qui a été assez violent, je dirais, pour nous, au moment de ces grosses difficultés qui sont arrivées. C'est qu'on a beaucoup entendu des directeurs et directrices de structures indiquer que ça allait baisser leur marge artistique. Quand on est compagnie, c'est compliqué d'entendre qu'on ait une marge d'ajustement, puisque nous, on a en fait l'impression d'être le cœur même de nos métiers, que sans l'artistique, les lieux sont des coquilles vides. Donc, il y avait un petit décalage, sachant que une impression des compagnies, c'est quand même d'être les premiers en ligne de mire, puisqu'on est les structures les plus fragiles, on porte les risques de la création. Et effectivement, les relations sont de plus en plus tendues, et ça se ressent, même si on va sur de l'échange, trouver des solutions, et qu'on sait qu'on est ensemble, on n'a pas toujours l'impression de parler du même point de vue. Merci Stan. Est-ce que, pour rebondir à ce que tu as entendu, est-ce que les prestataires n'ont pas aussi l'impression d'être les premiers en ligne de mire et de la variable d'ajustement ? On est tous une variable d'ajustement, malheureusement, parce qu'il faut bien trouver un point d'équilibre à un moment pour que ça se fasse. Il faut être conscient que c'est une chaîne de valeur, comme tu viens de dire là. Pour qu'il y ait un spectacle, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait de la technique, il faut qu'il y ait des artistes, il faut qu'il y ait un lieu. Et s'il n'y a pas d'équilibre d'un point de vue économique, ça ne sort pas. Donc il faut trouver, on va dire, un certain nombre de solutions. Et cette crise, on va dire, il y en a eu d'autres par le passé. On va dire, il y a eu quand même... Il ne faut pas oublier que la crise du Covid est pas loin. C'était pour moi la crise objectivement la plus violente et la plus marquante. Il y a eu d'autres crises aussi par le passé. Sur la guerre du Golfe, il y a eu le 11 septembre, il y a eu un certain nombre de crises. Celle-là, elle est sournoise, elle est languissante. On va dire, malheureusement, elle va être longue. C'est des crises différentes. Et la différence des prestataires, c'est que ce sont des entreprises privées.
qui n'ont pas de subventions directes, mais qui ont des subventions indirectes via les donneurs d'ordre. Et le modèle économique, s'il n'y a pas l'équilibre, on ferme. Voilà. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a un certain nombre de prestataires, soit qui lèvent le pied, c'est-à-dire que le modèle économique des prestataires, c'est que pour être un petit peu à la hauteur en termes de matériel, ils réinvestissent à peu près 10 à 12% de leur chiffre d'affaires, donc ce qui est colossal. S'ils ne le font pas, ça se répercute sur plusieurs années derrière. Donc c'est clair qu'il va y avoir un gel. Quand vous avez tous les fabricants qui exposent en bas, qui est leur nouveauté, c'est compliqué de suivre le rythme de l'innovation technique et puis en même temps d'avoir l'équilibre économique. C'est clair que les conséquences, c'est que aussi en termes d'emploi, parce que c'est dans les prestataires, c'est à peu près 20 000 collaborateurs en tant que permanents dans notre secteur. C'est clair que là, il va y avoir un peu de gel, ça va freiner le recrutement. Donc ça, c'est les impacts directs. Et si, on va dire, on lève le pied sur les investissements, on lève le pied sur l'emploi, c'est clair que oui, ça va freiner l'activité. Mais de toute façon, comme je dis, on n'a pas l'autre choix que de trouver des solutions, sinon on meurt. Voilà. Dans la préparation du travail, tu disais qu'il y a beaucoup moins d'appels d'offres. Dans le live, il y a du travail, mais c'est les marges qui sont réduites. Pas de baisse de volume, mais les marges s'effondrent. Oui. Alors c'est vrai que nous, on est à cheval sur deux secteurs, à la fois le secteur culturel, avec la partie spectacle vivant, puis le secteur événementiel. Mais on va dire la crise, elle est globale. Elle touche tout le secteur. Et pour les prestataires qui sont à cheval entre ces deux secteurs, d'un côté, on n'a pas vu une baisse en tant que prestataire de l'offre de spectacle. Par contre, c'est clair que les contraintes, les budgets plongent. Et indirectement, il faut trouver des solutions techniques, budgétaires, pour rentrer dans les enveloppes. Du côté événementiel, c'est quand même différent. Là, par contre, là, oui, ça s'est vraiment cassé la gueule de manière violente. Il y a beaucoup moins d'offres parce que la stabilité économique, budgétaire, politique ne favorise pas l'événement, voilà, si je puis dire en tant que tel. Et tout cet environnement morose nuit, parce que c'est clair que il n'y a pas de bonne fibre pour que ça, il y ait une dynamique positive. Et par contre, il faut que les structures, elles trouvent ce levier d'équilibre, qu'elles continuent à vivre, qu'on soit donneur d'ordre, qu'on soit prestataire, il faut qu'on trouve ce point d'équilibre. Et au-delà de cette difficulté, tu soulignes, comme Lola et comme Lison, tu soulignes aussi le manque de stabilité, la crise de confiance, et tu poses la question de l'année 2026 ? C'est vrai qu'on passe par les montagnes russes. On est passé par le Covid, on était au fond du trou. À la sortie du Covid, il y a eu un élan. Waouh, ça repart. C'est un peu les montagnes russes qui font que c'est difficile de faire la prospective. 2026. Déjà, s'il y a des subventions, est-ce qu'il y aura des subventions ? Que va être la politique budgétaire derrière, que ce soit des collectivités locales, de l'État, de le ministère de la Culture ? Comment ça va ? Quelles sont les répercussions ? Pour le domaine privé, est-ce que je vais faire de l'événementiel ? Est-ce que je vais rester un petit peu sur la réserve. Donc c'est vrai que cette morosité ambiante, elle est complètement négative. Elle donne pas, je dirais, de bons signaux pour tout, pour un producteur, pour les spectateurs, pour les gens qui vont voir. Voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais mettre de l'argent sur du budget culturel ? Voilà. Et il y a donc cette instabilité, cette morosité qui est absolument pas un bon signal d'une manière générale. Alors sur les causes, merci Stan, sur les causes de cette aventure, alors on a évoqué la question des difficultés objectives, nous disait Lola, des départements et des régions, et en même temps, Lison, tu disais, il n'y a peut-être pas forcément que cette difficulté objective de financement, et je crois que tu étais d'accord Lola sur la question, et tu parlais également de conflits de valeurs idéologiques. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Oui, ça a été aussi évoqué un peu par vous deux, mais le fait que les coupes budgétaires qu'il y a eu l'an dernier, elles ont été pour certaines vraiment par nécessité économique. C'est vrai que surtout dans les départements, même là pour 2026, ils sont dans une situation assez intenable. Et il y a eu aussi, c'est vrai, des coupes
qui ont été assez inattendues, brutales et sans réelle raison économique derrière. On a beaucoup parlé des Pays de la Loire, mais il y a eu aussi l'exemple du département de l'Hérault qui était socialiste. Donc en fait, nous, ce qui a interpellé, je pense, l'ensemble de la filière, c'était au-delà de ces coupes, le fait aussi que politiquement, en fait, il n'y ait plus vraiment de règles et que les coupes, elles intervenaient pas que à la droite et à l'extrême droite, mais qu'on avait le Parti socialiste dans le département de l'Hérault qui coupait ses subventions. Donc en fait, c'est très inhabituel pour nous et assez dur de réagir sur le moment. Tu dis ça a ébranlé le secteur, c'est assumé et inattendu. Oui, en fait, c'était aussi ce côté assumé qui est un peu déstabilisant. Nous, on a essayé d'interpeller Christelle Morancet sans réponse, mais en fait, quand on la voyait prendre la parole dans les médias, c'est vrai que c'était très assumé, que c'était presque une fierté, en fait. Et là, ça re-questionne toute la valeur qu'on donne aux politiques culturelles et à la culture. Et il y a une vraie banalisation du discours de la culture, on leur donne trop d'argent, la culture n'est pas essentielle, alors que quand même pendant longtemps, la culture c'était aussi justement le secteur qui faisait un peu consensus, transpartisan, chacun pouvait s'en emparer, c'était le sujet qui mettait un peu tout le monde d'accord au niveau des valeurs. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment un glissement de la fenêtre d'Overton et cette banalisation en fait du discours de Christelle Morancet qui nous a vraiment inquiétés. Et par ailleurs, moi j'avais envie d'évoquer un tout petit point qui sort un tout petit peu du sujet, mais c'est pour montrer... Mais n'hésitons pas, c'est pour montrer en fait cette importance aussi du discours et de changer la manière dont on voit les choses. Nous, on a fait intervenir au congrès du SMA une économiste qui s'appelle Anne-Laure Delatte, qui est brillante et qui parle beaucoup de la dette publique et qui nous a expliqué qu'en fait... on avait beaucoup ce discours en ce moment de la France est endettée, c'est pas bien, il faut absolument réduire les dépenses. Et elle nous a exposé tout son propos qui est très développé, que je ne pourrais pas vous réexposer ici, mais pour nous expliquer qu'on pouvait aussi voir la chose différemment et se dire qu'on pouvait augmenter les recettes. Et là, elle nous a exposé plein de solutions pour augmenter les recettes. Et en fait, c'est vrai que d'avoir un peu un autre point de vue, on s'est dit, c'est assez inquiétant parce qu'on voit aussi que c'est c'est très politique finalement l'angle qu'on prend pour aborder cette situation et finalement dans les politiques culturelles c'est pareil et il y a aussi un vrai combat idéologique que nous en tant que syndicat on a vraiment envie de mener et on a vraiment envie de pouvoir prendre part à ça aussi. Lola, j'imagine que tu te retrouves dans cette position. Tu disais quand on a préparé, c'est un choix politique et sociétal. Il y a deux visions très larges de société qui s'affrontent. La culture, comme tous les autres services publics, ils sont soumis. Est-ce que la culture, au final, c'est un éclaireur dans cette aventure-là ? Oui, je pense, mais comme je te le disais, dans l'ensemble des services publics, c'est vraiment des choix sociétaux. Et c'est vrai que dans ce que disait Lison, il y a quand même la question de la fenêtre d'Overton et d'une violence aujourd'hui du discours qui va être mené à l'encontre des artistes. Donc il y a à la fois le discours des politiques, comme Christelle Morancet, pardon, mais il y a aussi la question de la haine que peuvent subir sur notamment les réseaux sociaux, mais aussi dans certains médias, des artistes. Je pense à Rebecca Chaillon, par exemple, qui a été victime de harcèlement et son procès vient de se terminer. Je pense aussi l'ensemble des créateurs qui ont participé au JO, dont certains ont reçu des menaces de mort. Il y a une vraie peur qui peut émerger de la part de ces artistes-là. Il y a aussi la question du risque également des programmateurs sur certains thèmes un peu considérés comme wokistes qui vont faire peur. Je prends un exemple de jeune public. On sait très bien qu'aujourd'hui, des profs vont avoir des grosses difficultés à emmener leurs élèves voir des spectacles sur certaines thématiques par peur des représailles des familles. Donc il y a une forme de censure, d'autocensure, de peur qui arrive liée à la violence de ce discours-là qui est à la fois politique mais aussi sociétal.
qui apparaît de plus en plus et qui est quand même très, très inquiétant. Et puis, sur cette question de la censure et de l'autocensure, il y a le fait qu'on sait très bien aujourd'hui que certains élus vont ne pas suivre ou voilà, il y a eu des déprogrammations de spectacles qui ont existé où on sait que des sujets ne vont pas forcément être favorables sur les passages en commission pour les subventions. Donc les équipes vont retravailler les propos, essayer d'édulcorer, accompagner quand même par le travail des conseillers de ces collectivités. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée par de très très bons conseillers dans toutes les collectivités et je les remercie. Mais voilà, il y a une violence qui apparaît quand même là-dessus sur les propos sociétaux. Oui. Alors sur ces questions de censure et d'autocensure, l'Observatoire des politiques culturelles est aussi en observation. Il y a des choses à aller glaner de ce côté-là. Et puis on va... Ah, tu passes sous un tunnel, Emmanuel. Non, là, ça. Est-ce que tu peux. Oui. On t'écoute. Ça a un peu lagué, mais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors, vas-y. Ok, non, mais je ne t'ai pas laissé finir ta question, pardon, excuse-moi. Alors, pardon, vu que tu nous parles de la Guadeloupe, on t'entend mal avec le décalage horaire, tout ça, les satellites. On va essayer de prendre de la hauteur peut-être avec l'Observatoire des politiques culturelles. On a bien planté l'ambiance, on a bien planté le tableau aussi quelque part. Avec votre position d'observation, on trouve des solutions sur les territoires ou pas? Alors, juste, je voulais juste rebondir, tu m'as tendu la perche pour rebondir. Oui, sur les questions de liberté d'expression. Évidemment, il y a des choses qui sont en train de se travailler. Là, on travaille avec la personne au ministère de la Culture en charge de ces dossiers-là, mais aussi avec l'UFISC et d'autres actrices et acteurs sur imaginer que Cartocrise puisse aussi être un espace dans lequel on puisse identifier et repérer ces éléments-là. Ce que vient d'évoquer Lola et Lison, ce sont effectivement des problématiques d'un clivage et d'une mise en tension idéologique des questions artistiques et culturelles avec une exposition publique des professionnels de la culture et des arts très forte, beaucoup plus que par rapport à d'autres secteurs, et que là on a des problématiques qui viennent à la fois autour de questions idéologiques, mais venir toucher des questions de l'ordre de l'état de droit qui sont de plus en plus graves et importantes à pouvoir documenter, repérer, travailler, identifier et mettre en chantier pour essayer de les résoudre. Alors oui, sur par rapport à ces éléments, est-ce qu'évoquer particulièrement, disons tout à l'heure, sur les signaux en fait de la problématique des financements publics, il y a aussi une approche idéologique de ce que c'est que l'économie d'un État, c'est-à-dire qu'on a des positions aujourd'hui très fortes, très idéologiques sur la question d'économie des finances publiques à l'échelle de l'État, et en particulier sur la fiscalité. Tout à l'heure, l'augmentation des recettes, les tensions, différents types de politiques publiques qui s'affrontent aujourd'hui. Ça, c'est très préoccupant parce que là-dedans, l'économie n'est absolument pas neutre. À l'endroit, on a toujours cherché à faire croire qu'elle pouvait être neutre, mais elle n'est absolument pas neutre. Et là, les effets ciseaux sur la fiscalité rendent complètement dépendantes les collectivités territoriales, l'ensemble des collectivités territoriales, du point de vue de l'État. C'est-à-dire qu'on a une recentralisation très forte avec des effets de décentralisation de missions très forts. On le voit, c'était évoqué par Lola sur la question des départements très fortement. Alors oui, là-dedans, nous, on travaille un peu sur trois dynamiques. Il y a deux hypothèses fortes. Il y a cette hypothèse. Alors, il y a trois hypothèses fortes. La première hypothèse qui serait celle sur laquelle il faudrait réduire, en fait. Voilà, c'est parce qu'il y a moins d'argent, donc il faudrait réduire. Il y a de l'inflation, il y a l'augmentation des dépenses, il y a moins d'argent public, il faudrait réduire. Donc, il y a des effets rationnels et des effets idéologiques, comme on l'a évoqué. Il y a une deuxième hypothèse qui est
une hypothèse qui chercherait à travailler les enjeux de régulation, entre autres des modalités de financement de la culture. On l'évoquait tout à l'heure, c'était évoqué tout à l'heure. On est dans un secteur qui bénéficie en fait de multiples financements. Donc comment est-ce qu'on peut, alors ça c'est le travail qui est fait actuellement et qui sera présenté au BIS de Nantes en janvier prochain, autour des enjeux d'une refondation des principes de la décentralisation et de la répartition des compétences, avec des compétences culturelles des collectivités territoriales, avec une question de est-ce qu'on ne va pas rendre obligatoire cette compétence culture, ou on ne va pas rendre obligatoire cette compétence culture pour les différents niveaux des collectivités territoriales, comment ça peut s'organiser, comment ça peut se travailler. Donc ça, c'est vraiment une hypothèse qui a une dimension, effectivement, sur l'intervention même des collectivités territoriales sur ces choses-là. Ça n'enlèvera pas les questions idéologiques, hein, évidemment, sur ces choses-là. Puis il y a une troisième position qui est l'option, moi qu'on appellerait coopérative, qui est effectivement comment est-ce qu'on va repositionner, retravailler, l'évoquer, la question du lien aux collectivités territoriales, la question des interlocutrices et interlocuteurs dans les collectivités territoriales. On pense qu'on peut travailler la culture sur le niveau des territoires. Donc là, on a un plus d'entrée avec la DRAC, la région, les 9 départements et 36 EPCI, communautés de communes. On accompagne le développement de projets culturels de territoire avec cette réorganisation aussi, ce redéploiement, cette réorganisation, cette adaptation en fait des financements culturels à la réalité des projets culturels sur les territoires, avec des enjeux de programmation, de création, de diffusion, de liens, effectivement, et de circulation de ces dynamiques-là. C'est un projet qui s'appelle Faire des projets culturels de territoire, et l'hypothèse coopérative. Aujourd'hui, ce n'est pas une hypothèse ni réductrice, ni régulatrice, une hypothèse à chercher la capacité des acteurs. On le voit beaucoup porté par le travail du SNA, beaucoup travaillé par le LAPAS et les structures collectives. Là, il y a quelques exemples qui sont très intéressants aujourd'hui à l'échelle nationale. Je pense, disons qu'on peut citer ce qui est en train de se passer aussi à la Friche Belle de Mai autour d'un espace de musique actuelle qui est en train de se recomposer avec des structures qui viennent travailler, ouvrir une nouvelle salle pour travailler cette dynamique-là, qui viennent travailler à l'échelle de la Friche Belle de Mai. Voilà, la co-exploitation, la coprogrammation sur des équipements. Et là, on a là endroit où effectivement il y a non pas des enjeux de marge de manœuvre, mais des dynamiques, des trajectoires de développement artistique et culturel non pas possibles mais nécessaires, c'est-à-dire passer d'une dynamique on a beaucoup travaillé depuis la crise Covid, la question de l'essentialité de la culture, cette manière dont on la construit de manière nécessaire aussi sur les territoires. Merci Emmanuel. Donc on va rebondir tout à l'heure sur cette question de comment on est innovant à cet endroit-là, trouver des solutions. Tu parlais d'une innovation, la friche de la Belle de Mai, où 5 acteurs culturels se mobilisent ensemble pour exploiter un même lieu. Au niveau des compagnies, Lola, comment on trouve des solutions dans ce contexte-là? Elles sont où les marges de manœuvre? Ça dépend des compagnies, hein, clairement, de leur taille, de leurs moyens. De mon côté, sur la compagnie pour laquelle je travaille, on a fait le choix de la diffusion, donc de réinvestir en diffusion. Je souhaite rappeler que c'est parce que c'est une compagnie qui est importante et qui a les moyens à un moment d'investir. Ça ne va pas être le cas pour des compagnies beaucoup plus réduites, des compagnies émergentes, puisque la diffusion a un réel coût. Donc après, il y a la question effectivement du collectif, de la mutualisation. C'est vrai que les bureaux de diffusion et de production aujourd'hui sont une réponse qui peut être intéressante de mutualisation d'emplois pour se rassembler, pour pouvoir faire ensemble. Tu dis aussi, alors on va rester humble, hein, tu dis aussi on est encore dans la sidération et on cherche encore les réponses, mais ça veut dire qu'on cherche. On cherche, et puis c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes leviers que d'autres secteurs d'activité. La question face à cette violence qui apparaît dans d'autres secteurs et pour porter nos revendications, faire la grève, c'est quelque chose où sur
toutes les tables rondes, toutes les rencontres auxquelles j'ai participé, on est assez unanime sur se dire non, c'est se tirer une balle dans le pied de faire la grève. On n'a pas les moyens de bloquer un pays, d'avoir un pouvoir de nuisance, donc c'est extrêmement compliqué. Et il faut essayer de réinventer autrement. Mais j'ai l'impression qu'on est encore en train de chercher. Je ne suis pas sûre qu'on ait trouvé, mais j'espère. Et dans vos leviers, tu identifiais le fait de devoir faire de la pédagogie auprès des élus. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes et de méconnaissances de la part des élus. Et je sais que les syndicats, notamment, puisque par ailleurs, je participe aux travaux du syndicat qui sont très présents sur cette pédagogie. Mais oui, il faut aller voir les élus, leur expliquer comment on fonctionne, quel est notre secteur. Il y a des fantasmes sur l'intermittence et son fonctionnement. Voilà, il y a beaucoup de choses effectivement à dire aux élus parce que ce sont des preneurs de décision. J'imagine que sur cette question de pédagogie, Lison, vous vous retrouvez bien au SMA. Voilà, tu évoquais tout à l'heure les difficultés de Woodstower, qui est un festival historique en région, en banlieue lyonnaise, 15 jours avant ce festival, pour mémoire, au même endroit, sur le même lieu, la collectivité avait laissé un festival donc purement privé, étranger, d'une structure puissante avec un budget sans commune mesure avec Woodstower, proposer un festival équivalent. Oui, donc là, ça touche aussi à un sujet qui est assez important en ce moment dans les musiques actuelles, c'est les dynamiques de concentration. Donc là, c'est vraiment l'exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes. On essaie vraiment de travailler ça. D'ailleurs, on a des élus qui sont assez volontaires. Donc il y a eu en effet l'implantation de ce festival. Nous, on a sollicité les élus écologistes de la métropole de Lyon pour leur dire pourquoi vous avez laissé faire ça, et quel financement à ce festival, et est-ce que vous savez que vous avez le festival quand même Woodstower, qui est un festival indépendant qui a lieu d'habitude au Grand Parc de Miribel-Jonage. Et donc, pour cette année-là, ça a été un peu compliqué pour Woodstower, mais ça a permis de lancer un dialogue. Et en fait, les élus nous ont aussi dit qu'ils étaient assez peu informés sur ces logiques-là. Nous, on a publié une cartographie de la concentration dans les musiques actuelles avec les 10 plus grands opérateurs privés finalement qui possèdent la musique en France. Et cette cartographie, on s'est rendu compte qu'elle était assez suivie par les professionnels, par le grand public plus ou moins. C'est des dynamiques quand même assez compliquées à expliquer, et par les élus très peu. Donc on s'est dit quand même qu'il y avait aussi de la pédagogie à faire sur cet enjeu-là, mais ça marche avec les autres problématiques. Mais du coup, c'est vrai que sur la concentration, c'est un enjeu qui est assez important. On essaye de présenter cette cartographie dans des associations d'élus. Donc on travaille beaucoup avec l'AMF, avec France Urbaine et avec la FNCC, donc les élus des collectivités pour la culture. Et souvent, il y a vraiment un vrai intérêt quand on présente. En plus, c'est un outil qui est assez visuel et qui fonctionne bien. Et souvent, on a des élus qui sont quand même volontaires et qui nous disent je ne savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils ont aussi besoin d'outils parce que ces élus-là qui sont quand même volontaires ont plein d'autres sujets aussi à gérer. Ils ne sont pas du tout experts dans ce sujet. Donc, ils sont aussi preneurs de solutions, de travailler sur les DSP aussi. On a beaucoup de salles dans nos adhérents qui ont soit des gros financements des communes, soit qui sont gérés aussi par les communes. Donc, c'est hyper important. Et dans le cadre des municipales qui arrivent, c'est vraiment encore plus crucial. Et on travaille d'ailleurs, dans le cadre des municipales, on a transmis un questionnaire aux partis politiques pour échanger sur plein de points qui ont trait aux musiques actuelles. On a parlé aussi de la liberté de création, des censures, parce que beaucoup de nos adhérents sont aussi concernés. Donc on essaie de les interpeller, de leur transmettre nos sujets. Et ouais, c'est vraiment essentiel sur ces sujets. Au-delà de cette question de sensibilisation et de pédagogie, c'est quoi les leviers que vous identifiez ? Comment on fait face ? C'est vrai que nous, on essaye... Alors, bien sûr, il y a toujours le côté quantitatif et les budgets. On est quand même un syndicat, donc notre rôle, c'est aussi d'aller défendre les budgets dans le projet de loi de finances. On est en lien avec beaucoup de députés et de sénateurs pour déposer des amendements. Dans le contexte actuel, c'est compliqué. Là, par exemple, on avait réussi à faire déposer des amendements pour relever...
plusieurs lignes du budget, mais le budget a été rejeté à l'Assemblée nationale. Donc tout le travail qu'on avait fait avec les députés finalement repart à zéro avec les sénateurs. Donc on a toujours ce volet-là, mais je vais peut-être parler ici plutôt de ce qui est un peu plus qualitatif et qu'on essaye aussi de travailler. On en parlait tout au long de cette table ronde, mais le fait de revaloriser aussi ce qu'apporte la culture sur les territoires auprès de tout le monde, auprès des élus, auprès des publics, auprès des professionnels, auprès des financeurs, et vraiment d'avoir le prisme de l'utilité sociale. Donc là, on travaille vraiment là-dessus avec nos adhérents, et beaucoup nous expliquent que pendant longtemps, ils ont été vraiment sur des indicateurs très quantitatifs, notamment pour répondre aussi aux dossiers de subvention, pour faire des bilans à chaque fois, et qu'ils en ont aussi un peu marre d'être que sur le quantitatif. Donc on cherche des indicateurs plus quali. C'est compliqué, c'est vraiment un travail, là on est en plein dedans, mais on pense que c'est vraiment tout cet apport humain, social qu'il faut qu'on valorise et qui fera la différence. Et dans ce sujet aussi de l'indépendance versus les grands groupes, c'est aussi là-dessus qu'en fait on doit pointer nos différences, parce que c'est vrai qu'en termes économiques, bien sûr que les grands groupes sortiront toujours mieux que nous et feront des retombées économiques sur les territoires. Donc ça c'est un combat qui est pas pour nous, et on va vraiment se concentrer sur en termes d'action culturelle aussi et d'intérêt général, ce que ces structures représentent. Vous travaillez aussi sur des approches interbranches ? Plutôt intersectoriel, je dirais. Oui, c'est vrai qu'on essaye là aussi de se rapprocher d'autres secteurs. Par exemple, avec le sport, on a un peu plus de liens avec le sport ces derniers temps. En fait, ça, c'est vraiment venu avec nos échanges avec les associations d'élus, puisque par exemple, France Urbaine, ils ont aussi un collège sport, donc ça nous a permis d'être en lien aussi avec des syndicats du sport et de voir ce qui se passait dans leur secteur à eux, notamment au moment des coupes budgétaires. Donc c'est plutôt pour le moment des échanges. C'est assez intéressant aussi pour les élus, parce que c'est parlant pour eux de leur dire qu'on travaille aussi avec d'autres secteurs. Au niveau de la concentration, on regarde beaucoup ce qui se passe du côté du cinéma ou du côté du livre sur les dynamiques vraiment de concentration. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi pour nous de pouvoir croiser. Sur le terrain, vos adhérents, ils font comment ? On a parlé de solidarité professionnelle, ça joue aussi beaucoup à cet endroit-là ? Ouais, alors c'est vrai que en plus nos adhérents sont très liés, c'est ce qu'on disait. Enfin, en fait, si les producteurs prennent moins de risques, ça va impacter aussi les diffuseurs, les labels aussi. En fait, on a toute une chaîne de solidarité qui est assez forte. Nos adhérents, ils ont vraiment envie de travailler ensemble et de montrer aussi ces impacts, en fait, la chaîne d'impact, à quel point ça concerne toute la filière. Là, on est en train de réfléchir à une campagne. C'est une campagne qu'on avait créée en 2022 qui s'appelait « Vous n'êtes pas là par hasard ». Et on voudrait donner un acte 2 à cette campagne, parce qu'à l'époque, c'était surtout pour les festivals indépendants. Et là, on se rend compte qu'il faut vraiment l'ouvrir. Donc l'idée, c'est qu'en 2026, on puisse réaffirmer ça aussi et faire vivre cette campagne à l'échelle de toute la filière. Et par exemple, les labels qui ont... on voit beaucoup moins l'impact de la crise sur les labels, nous, à l'échelle de notre filière, nous ont dit qu'ils avaient aussi envie de s'engager pour pouvoir aussi montrer leur solidarité et puis montrer à quel point les impacts concernent tout le monde. Après, c'est en effet une filière qui est très solidaire depuis toujours. Sur les tournées, les structures adhérentes réfléchissent beaucoup ensemble pour construire des tournées ensemble, pour réfléchir aussi et négocier les prix des sessions. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui est très présent aussi en ce moment. Stan, du côté des prestataires, les marges de manœuvre, on les trouve comment ? Comment on se réinvente ? Alors je sais que tu es un fan de réinventer, que vous vous réinventez depuis 10 ans, j'ai l'impression. Oui, parce que de toute façon, je suis désolé, mais on n'a pas le choix d'aller de l'avant. Si on regarde en arrière, voilà. Je pense que, déjà, il faut... je vais me faire un peu le porte-parole de Claire. Il faut se mobiliser pour défendre les budgets culturels. Il faut se mobiliser. Ça, c'est important pour des questions sociétales, pour des questions économiques, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas, derrière cette mobilisation, la notion de quanti, on ne peut pas y faire abstraction. Il faut être conscient que le secteur, c'est de l'emploi.
déjà pour commencer, et c'est un levier, il faut le valoriser. Les retombées économiques indirectes, il faut savoir aussi les valoriser, parce que ça fait partie de l'équilibre d'un territoire, quand on a un festival, ce genre de choses. Donc il faut, je pense, les utiliser, et je pense que ce ne sont pas assez utilisés. Peut-être que les grands groupes ont les ressources pour les mettre un peu plus en avant, mais je pense qu'il faut les utiliser beaucoup plus que ce n'est aujourd'hui pour montrer, le poids économique et social, au-delà des retombées sociétales et de l'apport de la culture d'une manière générale. Je pense que je vais donner un exemple qui sont les festivals. Les festivals, il y a 15 ans ou 20 ans, c'était que de la billetterie. Aujourd'hui, le poids des partenaires, mécènes, est devenu de plus en plus important dans l'équilibre économique. Ça s'est fait un peu au fil de l'eau, mais par contre, le poids de l'équilibre budgétaire, dans le modèle économique, on a eu d'autres choses, des services connexes qui sont arrivés. Les partenaires, ce qu'ils appellent commercialement l'expérience des festivaliers, qui fait qu'on va mettre, je dirais, entre guillemets, un bout de fête foraine, un bout d'accueil des festivaliers, ce genre de choses. Donc ils sont arrivés avec d'autres services, d'arriver à essayer de trouver cet équilibre économique pour qu'à la fin, on va dire, écoutez, ça se passe bien, d'un point de vue économique, j'entends. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se réinventer. Il y a aussi d'autres sujets. On a discuté avec Ecocène ou avec d'autres structures pour dire, dans les périodes un peu tendues, comment on fait pour trouver un équilibre économique. C'est trouver éventuellement des partenariats avec des prestataires, non pas sur une saison, mais sur 3 saisons. C'est trouver, on va dire, une force technique équilibrée et qui ne soit pas la course à l'armement. C'est essayer de fusionner des fiches techniques pour que, on va dire, ce ne soit pas une course à l'armement. C'est trouver de l'efficacité technique. Quand je dis de l'efficacité technique, c'est comment faire mieux avec moins de matériel et potentiellement moins de personnel. Voilà, c'est tout cet équilibre qu'il faut penser. Et avant, on est peut-être un peu, je ne vais pas dire des enfants gâtés, c'est un thème trop fort, mais on avait une largeur budgétaire qui pouvait nous permettre de ne pas trop regarder. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, on est contraint de regarder. Et indirectement, les prestataires, c'est une des possibilités, c'est un des leviers sur lequel qui est au service indirectement de la création des producteurs, des artistes, pour trouver des solutions techniques. Je vous donne un exemple. Quand on fait une fiche technique qu'on respecte à la lettre et qu'on fait venir du matériel de l'autre bout de la France, ça a un impact. Si on étudie un peu plus la fiche technique, on va dire, pour qu'elle soit, garder son efficacité, je dirais, technique en termes d'effets, en termes de chorégraphie, en termes de résultats. Par contre, discuter un peu plus en avant, et très malheureusement, on discute après. Voilà. Et tout ça, c'est un écosystème, mais aussi les festivals qui ont dit on va limiter les têtes d'affiche, parce que c'est vrai qu'on parle des coûts techniques, mais l'inflation des artistes est aussi colossaux. Donc il y a des festivals qui nous ont dit on ne fait plus de têtes d'affiche, ou des festivals qui ont dit pour les questions RSE, écoutez, on ne prend plus que des gens qui viennent en avion. Il y a des choix qui doivent se faire, qui ne sont pas, je pense qu'ils sont des choix qui ne doivent pas être des choix contraints. C'est des choix de stratégie, de producteurs. Bon, il y a peut-être que la World Company aura besoin de cette tête d'affiche parce que ça correspond à son modèle économique. Mais je pense que les modèles économiques doivent s'adapter parce que je pense que de toute façon, il y a pour tout, chaque festival a son public. On arrive à trouver, je dirais, des niches qui correspondent. Moi, je connais un festival, je n'ai plus en tête, mais qui ne prend aucune tête d'affiche. Voilà, mais ce sont des choix. Et je pense que c'est là où on doit faire des ajustements. Il y a des choix à faire comme ça qui permettront, je dirais, au modèle de vivre économiquement, de continuer à vivre économiquement, d'exister. Merci Stan. Tu voulais rebondir ? Je voulais juste rebondir sur la question des têtes d'affiche, c'est intéressant. C'est vrai que nous, on a vraiment les 2 cas de figure. Certains se disent on prend moins de têtes d'affiche par souci financier, mais en même temps, il faut quand même une petite tête d'affiche pour faire venir le public. Donc, en fait, c'est vraiment un équilibre très sensible et qui dépend énormément du festival en question. Cyril, si je peux me permettre, chez nous, la question aussi va
va se poser. On va observer de plus en plus une concentration des moyens sur certaines compagnies avec, quand on voit 5 artistes au plateau avec une liste de coproducteurs long comme le bras, ça pose question avec des préachats, des tournées de préachats qui sont très importantes. Je pense que dans notre secteur aussi, il faut réguler ça et laisser place à la diversité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un travail interne au secteur. Merci. Alors, on avait prévu un long temps de discussion avec vous. On s'est dit que forcément, il y aurait des questions, des débats ou des interventions pour faire part aussi de vos difficultés et de vos peut-être solutions. En tout cas, comment vous faites face de votre côté à cette situation. Donc, la parole est à vous. On a un micro qui circule et il y a déjà une main qui se lève. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour vos interventions, c'était très intéressant. Je voulais savoir, chacun et chacune à votre niveau, vous parlez de pédagogie avec les élus notamment, et de charge, enfin, du fait que de plus en plus la culture est considérée comme un poids, une charge, on parle effectivement de charge, alors qu'aujourd'hui, si je résume statistiquement, 1 euro investi dans la culture égale 6 euros en retombées économiques sur tout le reste. Ça veut dire les transports, ça veut dire l'hôtellerie, la restauration, on en a parlé. Mais ça veut dire aussi des artistes, des intermittentes qui payent des loyers, qui payent des crèches, qui payent des écoles, qui payent des crédits, qui payent des voitures, qui payent tout ça, qui payent leur TVA tous les jours en fait. Et j'arrive pas à comprendre, et notamment moi je suis dans le Grand Est, et donc suite aux coûts budgétaires qui ont été annoncés pour l'Agence culturelle Grand Est, par exemple, qui, je l'ai exprimé, mais je le redis, dont les compétences et la valeur ajoutée n'est, à mon sens, plus approuvée, mais qui sont considérées donc comme des charges. Comment on fait pour réussir à convaincre en fait les personnes qui sont censées voter, prendre des décisions, suite à un vote, ils sont élus, que la culture n'est pas une charge, mais bien quelque chose qui mérite d'être valorisé et qui a à plein de niveaux de la société plutôt une valeur ajoutée qu'une charge. Voilà, je ne sais plus comment en fait. Donc comment vous y prenez en tant que syndicat, en tant que... Voilà, merci. Allez-y, battez-vous pour répondre. Ouais, ça me paraît de plus en plus difficile face aux coupes aussi au niveau du budget. Là, dans les collectivités territoriales, pour le budget 26, ça s'annonce encore assez dramatique. Nous, les points sur lesquels on essaye de jouer, c'est de vraiment passer par nos adhérents en local, parce que c'est beaucoup plus parlant aussi pour les élus de savoir que en fait, derrière la petite salle de concert... dans le village d'à côté, il y a telle action culturelle qui sont faites, etc. Donc souvent, il y a aussi une méconnaissance de ce qui se passe dans ces lieux. Donc nous, comme on a beaucoup de lieux de diffusion, on essaye vraiment de passer par là. On a des adhérents qui sont quand même très en lien avec leurs élus en général, donc qui vont les inviter régulièrement, essayer de leur montrer aussi ce qui se fait au local. Et souvent, c'est quand même beaucoup plus parlant que quand c'est nous qui venons comme ça au national, sans exemple concret sur le terrain de ce qu'on peut faire. Donc on essaye vraiment d'agir là-dessus. On a aussi on a des élus où on sait qu'ils vont être plus sensibles à nos sujets. Les élus dans les associations d'élus, par exemple dans la FNCC, c'est quand même globalement des élus qui sont très sensibles et qui se sont engagés à côté dans cette association sur les sujets culture. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir des portes d'entrée pour qu'ensuite ça se diffuse et qu'ils en parlent aussi en dehors de ces espaces-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment un questionnement qu'on a et qu'on essaye de travailler là en ce moment. Il n'y a pas de réponse toute faite. Pour compléter tes propos, c'est vrai que le rapport à Annecy, c'est un peu, on a l'impression que c'est l'image qui vient de Paris, si je peux dire. Et je pense que si on veut qu'il y ait un impact local, il faut montrer l'impact sur le territoire qui est à côté. Je prends la notion d'inclusion, comment on interagit. Après, tous les modèles ne peuvent pas répondre à tout. Mais indirectement, je pense que
pour toucher les collectivités locales, il faut montrer l'impact réel sur le terrain, dans la vie de tous les jours, et faire, le modèle, faire intervenir le monde associatif du territoire dans l'événement. C'est comme ça, ou dans le spectacle, c'est comme ça qu'on va marquer, je dirais, les politiques d'un point de vue local. Je pense que plus il y aura d'interactions dans ces modèles, plus, on va dire, le politique écoutera ce qu'on va lui dire et l'importance du monde culturel par rapport à la vie locale. Alors, c'est peut-être beaucoup de mots, mais je pense que si on agit par rapport à ça, de monter un festival avec... et je pense que les festivals sont des exemples... là-dedans, il y a beaucoup de festivals où, on va dire, où le monde associatif est partie prenante. Et plus le monde associatif est partie prenante dans le festival, plus il y aura un impact sur le territoire, dans la vie de tous les jours des gens. Voilà. Lola ? Mais c'est pas facile à faire. Moi, je suis tout à fait d'accord déjà avec votre analyse. Et effectivement, déjà, les élus, la formation des élus, c'est ce que vous avez dit. Rappeler que la culture, en fait, n'est pas une charge. Quand on parle, en fait, du choix politique et sociétal, c'est ça aussi. C'est vraiment des choix politiques, puisque l'étude de 2013 indiquait que la culture, c'était quand même 7 fois plus que l'industrie automobile. Donc, il faut le rappeler, il faut qu'on sorte aussi. Je pense qu'on nous a rabâché et re-rabâché qu'on était des charges, que quand Christelle Morancet, effectivement, dit que ce sont des structures qui sont dopées aux subventions publiques, quand en face, il y a 228 milliards d'aides aux entreprises, il faut aussi qu'on arrive à se décomplexer, nous, en interne, pour aller les former et qu'on arrête de s'excuser. Je pense qu'on nous a, ces dernières années, politiquement beaucoup attaqués. Et ça a un impact, il faut réussir à le repositionner. Après, on a aussi des leviers importants. Pourquoi le Festival d'Avignon reste quelque chose d'hyper important et qu'au niveau politique ait une vraie visibilité, c'est que sans le Festival d'Avignon, la ville s'effondre, en fait. Il y a cette importance-là. On a des impacts comme ça, des endroits qui sont très clairs. Et pour avoir fait mes études à Avignon et très bien connaître la ville d'Avignon, tous les Avignonnais en ont conscience. Ils ont beau râler contre le Festival d'Avignon, ils savent que l'économie de leur ville tient à ce festival. Sur cette question, je demanderais bien à Emmanuel d'intervenir aussi, puisque à l'OPC, j'imagine que cette question de la sensibilisation et de la formation des élus, vous êtes au cœur. Oui, ou tout au moins elle est importante. Alors peut-être partager deux anecdotes ou deux choses que moi j'ai entendues assez récemment. Dans le travail qu'on fait sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le travail est assez passionnant parce qu'on fait un accompagnement des EPCI et pour chaque EPCI, en fait, on a demandé qu'il y ait un binôme élu-technicien. Et on fait le travail autour de ce binôme-là pour essayer de sortir de ce clivage aux politiques, en fait, et du fait qu'il faudrait les convaincre. Quand on les écoute et quand on travaille avec eux, ce qu'on a constaté, nous, sur le terrain, c'est qu'ils ont une problématique pour convaincre leurs propres élus, leurs propres collègues élus. Et que d'un coup, c'est pas tant le fait qu'on leur donne des bons arguments et qu'on les convainque eux, ils ont une problématique au sein des communes, au sein des EPCI aussi de faire exister ces types de politiques-là. Donc d'une certaine manière, on est dans une approche où, quelle que soit l'échelle à laquelle nous semble on intervient, on a cette problématique de devoir faire un travail pour essayer de renouer coin. Vincent dit beaucoup que, en fait, ce qui est un des éléments d'analyse qu'on peut porter, c'est la fin du consensus entre les différents partis politiques sur l'importance des politiques culturelles sur les territoires, et entre autres entre la droite et la gauche depuis 1959. Et que là-dedans, il y a quelque chose, effectivement, d'une recomposition de la construction d'une politique territoriale autour de quel point de repère et quel point de cadre idéologique et politique. Vous avez pas mal employé ce terme-là. Et ça, c'est le deuxième élément, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, quand on est à l'échelle d'un territoire, les points de repère et les cadres, ils sont extrêmement brouillés, le paysage politique est extrêmement fragmenté, la manière dont on aborde et dont on construit à partir de grands systèmes d'idées et de culture aussi politique, les systèmes politiques sont extrêmement complexes. D'où l'importance des corps intermédiaires, d'où l'importance des syndicats, d'où l'importance des associations professionnelles, d'où l'importance de l'ensemble du travail que l'on fait. Et
il ne nous semble pas qu'il y a une seule réponse en fait dans ces cadres-là. C'est pour ça que moi je pousse beaucoup sur les options plutôt concertatives et coopératives, c'est-à-dire réouvrir des espaces de dialogue pour effectivement essayer de voir l'endroit des tensions territoire par territoire, parce que on a cherché beaucoup dans les politiques culturelles françaises à essayer, non pas d'uniformiser, mais d'essayer d'avoir des réponses, entre autres autour de la question des labels, autour de la question voilà, donc on l'avait sur le prix unique du livre, sur un certain nombre d'éléments qui sont importantes et qui restent importantes. On a aussi la nécessaire prise en compte d'une singularité d'un travail territorial par rapport à ces ressources et à ces problématiques-là. Et on a besoin d'articuler aujourd'hui, et là, les institutions n'ont pas ou peu de repères non plus méthodologiques et organisationnels. Donc on a en fait pas simplement la problématique des élus, on a une problématique de culture politique et la manière dont ces cultures politiques fabriquent des outils de conduite d'une politique locale. Là-dedans, économiciser l'impact de la culture me paraît un brin complexe, puisque ça serait rentrer dans des cadres sur lesquels aujourd'hui les idéologies économiques sont très complexes. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment Peter Thiel aux États-Unis qui disait, Peter Thiel c'est celui qui avec Musk avait construit PayPal, et il dit grosso modo la compétition c'est pour les faibles, il faut être dans des situations de monopole. Et ce qu'évoquait tout à l'heure Lison sur le champ des musiques actuelles, la monopolisation aujourd'hui dans le champ des musiques actuelles, qui n'est pas nouvelle, qu'on a eu déjà du point de vue des labels et du point de vue des grandes maisons de prod, qu'on a aujourd'hui de plus en plus sur les festivals, sont des problématiques complexes sur lesquelles il ne me semble pas que les indicateurs économiques qu'on a eus jusqu'à présent pour essayer de plaider des enjeux, des politiques économiques démocratiques soient encore valables aujourd'hui. Donc on a aussi à cet endroit-là besoin de non pas refonder ni innover, mais on a besoin de venir travailler des éléments de langage commun, de dialogue commun sur l'importance de ces actions-là sur les territoires, de ces expériences-là, je prends souvent le terme d'expérience quand je parle d'art et de culture, de ces expériences-là sur les territoires qui concernent aussi tout le monde sur les territoires. Merci Emmanuel, on va prendre une deuxième question. Allez, il y a une main qui se lève là-bas, merci beaucoup. Bonjour. Moi, je suis assez d'accord avec des trucs qui ont été dits, et notamment sur un point de vue technique, quand on travaille en tant que régisseur-régisseuse, on se retrouve à devoir négocier, un peu comme vous le disiez, le moindre rouleau de gaffeur maintenant et la moindre gélatine, savoir si c'est la compagnie ou le lieu qui va la payer, quoi. Et en fait, ça met en inconfort, et il y a des disputes permanentes pour savoir ça. On va tous voir nos administrateurs et administratrices de compagnie ou de lieux savoir ce qui a été négocié, etc. Tout ça, on le voit, c'est pas confortable. Là où moi je suis pas trop d'accord, c'est de dire que tout est une variable d'ajustement, parce que par exemple les techniciens, les techniciennes et les salariés ne sont pas une variable d'ajustement, et elles devraient pas l'être alors qu'elles le sont actuellement, et on le voit, et elles y sont des deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait les compagnies, elles arrivent avec un seul régisseur qui doit faire le son, la lumière et aller sur le plateau courir, qui se dit je me repose sur le lieu qui va être mieux équipé que ce qu'on arrive parce qu'ils auront de la marge, mais le lieu va s'être dit pareil, va s'être dit on va mettre tout en 2 services à la place de mettre en 3 services, donc on va se retrouver à courir, et finalement derrière il y a tout le monde qui court et tout le monde qui essaye de tenir la représentativité artistique du truc, avec des conditions de travail qui sont de pire en pire, et avec des blessures et avec du matériel cassé qui augmente très fort sur les lieux, et ça je pense que les directeurs et les directrices techniques doivent le constater de manière très forte. Donc pour moi ça c'est vraiment le côté aussi de on met des pansements et on fait comme si tout allait bien pour qu'en fait le spectacle ça joue et que ça se voie pas, quoi. Et en fait on compose comme ça, on est très fort parce qu'on aime nos métiers, on fait ça. Mais je pense qu'à un moment il faut arrêter de mettre des pansements sur les hémorragies, et faut pouvoir montrer qu'en fait c'est pas tenable et on ne peut pas y arriver. Et après sur le point de vue plus politique, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse tous ensemble un taf pour faire gaffe, parce que par exemple, ok, il y a de moins en moins de financement public dans plein de lieux, mais on sait très bien en fait qu'est-ce qui est la grosse menace qui arrive devant, c'est que là où le pouvoir politique public se désengage, l'extrême droite, elle a ces milliardaires qui sont prêts à racheter les salles et produire des spectacles. Bolloré, il est dans les starting blocks pour racheter toutes les salles publiques qui seront vendues. Pierre-Édouard Stérin, il est dans les starting blocks pour produire des spectacles de révision historique qui vont jouer dans ces mêmes lieux. Et donc je pense que ça, on l'a vu en Pologne, à des endroits là où l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Je pense qu'il faut s'y préparer, et que le milieu culturel n'est pas à la hauteur là-dessus, et qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et juste pour terminer, là où
une idée aussi de, par exemple, qu'est-ce qui pourrait marcher pour les financements. J'entends M. Stanislas Surin parler à la place de Claire Combe, mais juste pour dire, je pense que par exemple dans l'événementiel, si on arrêtait de payer les techniciens et les techniciennes au plus bas avec des primes défiscalisées pour ne pas payer de charges sur les salaires des techniciens et des techniciennes, peut-être qu'on pourrait avoir des cotisations qui iraient dans le pot commun et qui participeraient mieux à ce qu'on essaye de faire. Merci. Une autre intervention, si quelqu'un veut intervenir, mais hop, est-ce qu'il y a une autre? Ah, il y a une main là-bas qui s'est levée. Hop, on va aller passer le micro. Merci. Moi, je veux bien répondre juste déjà sur la variable d'ajustement. Je ne sais pas si c'est à moi que vous faisiez référence. C'est quelque chose qu'on déplore de notre côté. On va prendre une question qui sera peut-être la dernière. Ouais, c'était aussi juste pour répondre par rapport à la pédagogie avec les élus. Moi, je travaille dans les Pays de la Loire, donc on a essayé d'avoir une pédagogie avec les élus qui est impossible, parce que clairement, leur position est idéologique. Et leur position, c'est aussi de remettre en question le service public de la culture. Parce qu'on commence, j'ai l'impression qu'on en parle de moins en moins, que ça s'efface, et qu'en fait, c'est ça qui est important. La culture, à la base, c'est pas une question de rentabilité. Et le but, c'est pas qu'on fasse des marges et des bénéfices, quoi. C'est vraiment juste de faire la diffusion et de promouvoir de l'artistique. Sur la question aussi sur les scènes de musique actuelles, aussi, je travaille dans ces structures. Et il y a aussi la question du mécénat privé, qui devient une course au mécénat et il y a de plus en plus de privatisation des salles qui engendrent moins de programmation et donc moins d'embauche aussi de salariés. Sur le fait aussi, c'était la question de la hausse des cachets des artistes. Très clairement, ça concerne que des gros artistes. Hein. Tous les autres artistes demandent pas des cachets mirobolants. Et est-ce que vous, en tant que SMA et en tant que syndicat d'employeurs, vous avez un moyen de pression sur ça? Est-ce que vous pouvez pas dire, nous on prend, mais à des cachets raisonnables et pas à 2 millions d'euros? Et enfin, pour finir, c'était juste, j'approuve ce qu'a dit la personne juste avant moi. En effet, la question de l'efficacité technique faite sur les salariés, je pense que c'est pas une bonne solution, car on va perdre de la compétence et de la... Alors, je pense que cette question de variable d'ajustement, tous les intervenants la déplorent. Hein. C'était plus un constat qu'une solution, hein, si jamais il y a une ambiguïté sur le sujet. Mais du coup, la parole au SMA sur cette question des cachets. Oui, c'est très juste sur le fait que les hausses sont vraiment sur les têtes d'affiche. Et en fait, ça alimente aussi cet effet de concentration sur les plus gros. Nous là, on réfléchit vraiment plutôt sur le plan juridique, donc avec les équipes juridiques du SMA dont je ne fais pas partie, mais sur le fait d'intégrer des clauses potentiellement dans les contrats et d'avoir des contrats un peu type SMA avec des clauses qu'on propose, mais chaque adhérent après en fait ce qu'il veut. Donc on essaye vraiment de travailler là-dessus et avoir des clauses qui puissent limiter justement les hausses des cachets, sachant que dans nos adhérents, on a aussi des diffuseurs, des labels, des tourneurs. Donc l'idée, c'est ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir un dialogue intersectoriel au sein du syndicat. Et aussi, je voulais réagir, mais c'est un petit peu global sur les différentes questions. Je me dis que ce qui serait intéressant aussi sur le plan politique et sur cette question de redonner la légitimité qu'on a à la culture, ce serait intéressant d'avoir plus de prise de parole aussi justement de certains artistes qu'on essaye d'aller chercher aussi sur ces sujets-là. Ce qui est parfois compliqué, là je pense notamment au phénomène de concentration, mais c'est parfois compliqué parce que des artistes vont rêver de faire un Olympia dans leur carrière parce que c'est un signe symbolique et super fort. Du coup, mais l'Olympia, c'est Bolloré. Donc en fait, on essaye aussi de pouvoir aller chercher les artistes sur ce sujet et juste les questionner sur ce qui est possible de faire, sur rechanger aussi la vision qu'on a de la carrière de l'artiste et essayer de travailler avec eux aussi cette question pour avoir des prises de parole qui seront peut-être aussi un peu plus entendues par le grand public si elles sont portées par des artistes plutôt que par le SMA.
Eh bien, merci. Il est 17h30, donc on est fatigué, on a envie de manger de la soupe. Un truc comme ça. En tout cas, il nous reste à vous remercier pour votre écoute. Non, pas trop la soupe. En tout cas, il nous reste à vous remercier pour votre écoute et votre participation. Remercier Stanislas, Lola, Lison et Emmanuel pour leurs interventions. Les JTSE pour cet espace magnifique de travail. Camille, Joseph, Alexandre à la technique. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Cyril aussi.